Donc, le fait de se conformer à des standards, notamment environnementaux, c'est devenu une nécessité. Et c'est aussi pour l'accès aux marchés internationaux une sorte de... Voilà, donc les barrières environnementales, c'est devenu aujourd'hui une nouvelle forme de protectionnisme, et donc, mais en même temps, pour les entreprises, une opportunité dans le sens où ça ne va pas se jouer uniquement sur le coût, mais aussi sur d'autres volets dans le volet environnemental. Merci beaucoup pour cet éclaircissement, Madame Souya. Bonjour à tous, pour l'invitation et ravi de faire partie de ce panel sur la finance durable, la gouvernance responsable. Je ne vais pas répéter ce qui a été dit, mais effectivement, la finance durable aujourd'hui est un axe majeur fondamental dans toutes les approches ESG ou dans le développement durable, comme ça a été présenté tout à l'heure par Zineb. Aujourd'hui, les institutions financières, les bailleurs de fonds, les investisseurs jouent un rôle très important parce que c'est à travers les financements qu'on peut vraiment accompagner la transition économique du pays dans ce contexte en constant changement et évolution. Merci. C'est Moi, je elle. dirais que c'est tout ça à la fois. C'est une promesse parce qu'il y a des engagements vraiment colossaux du secteur financier pour financer la transition, pour aider à faire un monde plus résilient. C'était quoi la deuxième? Pardon? Promesse, obligation, c'est une obligation Oui. parce que les cadres réglementaires intègrent la dimension durabilité de plus en plus. Ça devient aussi une partie intégrante de la discussion avec les partenaires commerciaux, financiers. Et puis, ça peut être aussi une illusion parce que c'est une discipline où il y a un peu de marge pour faire du greenwashing et utiliser ça comme un levier pour se présenter sous son meilleur jour. Mais heureusement qu'il y a qu'il y a des réglementations, des mécanismes pour maîtriser tout ça. On a juste vu des tas de réglementations. Merci pour ce premier tour de table. Une question. C'est un positionnement stratégique, on est obligé de la poser. Selon vous, la finance durable et la gouvernance responsable sont-elles aujourd'hui perçues, chacun dans son secteur, comme une contrainte réglementaire, un levier de compétitivité ou les deux à la fois? Chacun, depuis son angle, nous répondra. Je commence par vous, Madame Soubia. Merci. Alors, je vais d'abord peut-être par rapport à ce qui a été dit ce matin sur le reporting. Aujourd'hui, quand on parle de l'ESG ou on pense systématiquement au reporting, aux contraintes réglementaires, aux bonnes pratiques, alors qu'avant tout, le sujet, et c'est de la gouvernance, c'est un sujet de gouvernance, ESG. Il s'agit, c'est pas uniquement mesurer et publier des indicateurs, mais c'est de comment intégrer ces enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance dans la prise de décision et les décisions qui façonnent l'avenir de l'entreprise. C'est un peu ça la finalité. Donc, le reporting, effectivement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une panoplie de normes, etc., mais c'est pas la finalité en soi. C'est comment on l'intègre dans la prise de décision et dans les actions au sein de l'entreprise, comment on s'en sert pour financer d'une manière durable, pour bien analyser. Bon, je parle un peu de. J'allais dire, si on déclinait sur la BOA. Exactement, au sein de Bank of Africa ou pour les institutions financières aujourd'hui, c'est comment on intègre ces enjeux-là dans notre manière d'analyser les projets de point de vue environnemental, social, climatique, c'est-à-dire pour prendre des décisions, des décisions de financement. Au sein de Bank of Africa, ça date depuis des années, c'est une conviction qui date. On est passé de la conformité à une logique de pilotage aujourd'hui à travers tout un historique parce qu'on a cette conviction, c'est-à-dire d'intégration de ces enjeux ESG dans la gouvernance d'une manière globale. On était la première banque déjà à travers la fondation BMCE, tous les engagements au niveau de l'éducation et de l'environnement. Et puis, on était la première banque à avoir la certification ISO 14001 en 2010. Et puis, d'autres démarches. Donc, et je le dis toujours et je le répète, ce n'est pas la certification, la finalité, c'est ce qu'on met en place derrière, les systèmes de management, que ce soit l'environnement, l'énergie, la santé au travail, l'anticorruption,
le IT, la sécurité informatique. Et donc, c'est à travers cette structuration qu'aujourd'hui, on est passé à un niveau où le pilotage se fait par l'analyse des données fiabilisées, une analyse structurée qui nous permet aujourd'hui de mieux connaître nos impacts, mieux connaître nos risques, suivre nos progrès et aussi orienter les décisions. Par exemple, Bank of Africa est la première banque, je pense encore peut-être la seule, qui a pris la décision de sortir du financement de charbon en 2019. Oui. Il n'y a pas d'obligation réglementaire, mais la banque a décidé de le faire. Aujourd'hui, nous avons une gouvernance dédiée ESG à travers des comités spécialisés. On a renforcé les instances de gouvernance par les aspects de l'ESG. Et donc, la gouvernance ESG au sein de Bank of Africa aujourd'hui, son rôle n'est pas de traiter les sujets ESG, mais de donner un cadre qui permet à l'ensemble des métiers de la banque, que ce soit les risques, le capital humain, la compliance, le IT, la finance durable, d'intégrer ces enjeux dans leurs décisions et actions. Donc, c'est ça un peu la finalité, c'est-à-dire si on parle de finance durable, gouvernance, etc., et accès au financement, parce qu'in fine, tout ça, ça nous permet de mieux connaître nos risques et nos impacts, de mieux les maîtriser et de mieux accompagner le client. Parce qu'in fine, c'est cette adaptation des financements, les mécanismes de financement pour accompagner les clients. Il faut d'abord connaître les enjeux d'une entreprise, quelles sont ses problématiques, sa résilience, mieux la préparer, à anticiper, à devenir résiliente, à s'adapter, parce qu'on n'est pas là que pour atténuer nos impacts, mais on est là également pour faire face aux risques et anticiper un peu les risques auxquels on fait. Je note que la BOA a transformé une contrainte réglementaire en une opportunité. Et aujourd'hui, la contrainte réglementaire, elle nous conforte parce que l'engagement, il était là. Je ne veux pas dire qu'on est les meilleurs du monde, mais on fait partie des 10% notés dans le monde de point de vue ESG par les agences de notation. Mais ça n'empêche qu'il y a encore des sujets sur lesquels on a encore besoin de travailler parce qu'il y a la problématique, elle est un peu nationale. Problématique de la donnée, de la fiabilité des données. Ça, c'est aussi, c'est-à-dire si je veux peut-être aller vers le climat, parce que dans le ESG, il n'y a pas que le climat. Tous les sujets doivent être traités d'une manière structurée, de la même manière. Sur le sujet climat, heureusement qu'il y a la directive de la Banque centrale qui est sortie en 2021, la W5, et puis maintenant il y a la 1 et la 2 en 2025 qui ont poussé les banques aujourd'hui à collecter de la donnée, à mesurer les émissions carbone scope 1, 2 et 3 et les émissions financées, ce qui n'est pas important. Et pour dire que les émissions financées aujourd'hui représentent plus de 90% de notre bilan carbone global, et ça je pense c'est la même, on a partagé cette conclusion. Donc le vrai travail à faire, c'est au niveau du portefeuille des clients de la banque, et ce portefeuille est constitué globalement à 80% par les PME, comme ça a été dit ce matin. Oui, les chiffres sont criants. Si vous passiez un petit peu le relais à Anne Mounrim, côté Temwilcom, je vous repose la même question. Très bien. Donc, concernant Temwilcom, donc déjà pour ceux qui ne connaissent pas Temwilcom, en fait, nous sommes un établissement, plutôt une société détenue par l'État, sous la tutelle du ministère des Finances, dont le rôle est de faciliter l'accès au financement. Donc, nous travaillons Peut-être qu'ils connaissent l'ancienne appellation. Oui, c'est l'ex-CCG. Donc, la garantie donc, des crédits représente la principale, bien sûr, activité. Et dans ce cadre, nous garantissons depuis la très petite entreprise jusqu'aux entreprises publiques. Dans ce cadre, nous avons même eu par exemple, à garantir des émissions comme les green bonds, par exemple, par certaines EEP. La garantie à travers le secteur bancaire représente plus de 90% de notre activité. Et donc, tout ce qui s'applique aux banques, bien sûr, il nous touche indirectement parce que nous, on travaille à travers les banques, les sociétés de leasing, les banques participatives, mais aussi nous avons d'autres activités comme le financement des startups. Et donc les enjeux ESG pour nous, il y a deux niveaux. Donc, le premier niveau, c'est nous, en tant que Temwilcom, on est aussi une entreprise publique qui fait partie du scope de l'agence de gestion stratégique des participations de l'État. Et donc, on va être bien sûr soumis à la même charte de ESG qui vient d'être adoptée et publiée par l'agence, et donc avec tout un cadre de reporting que nous avons établi avec l'agence. Mais du point de vue aussi financement de l'activité, nous travaillons avec plusieurs bailleurs de fonds qui proposent des financements, parfois à des conditions très intéressantes, mais conditionnées par des considérations notamment environnementales et sociales.
Donc, l'environnement, bien sûr, je pense, c'est assez connu, mais la partie sociale pour nous, c'est aussi tout ce qui est création de l'emploi, c'est tout ce qui est également entrepreneuriat orienté genre, pour lequel nous avons bien sûr des offres dans ce sens. Et donc, plus on se conforme on met en place et on se conforme à des standards ESG avec des reporting extra-financiers et ainsi de suite. Donc, ça nous donne accès à plus d'avantages de financement à travers le ministère des Finances. Sur le plan donc activité, nous avons commencé peut-être il y a plusieurs années par des mesures ponctuelles que nous avons décidé récemment de structurer à travers la création d'une nouvelle direction qui est l'impact, la partie développement durable et la qualité, donc qui va regrouper toutes ces initiatives avec une stratégie structurée. Donc il y a la partie, comme on dit, bonus, c'est tout ce qui est financement à des taux réduits, jusqu'à 2% pour tout ce qui est projet à vocation environnementale et sociale, avec les banques, bien sûr, c'est du cofinancement. C'est aussi les quantités de garantie les plus élevées pour ces finalités. Mais aussi, il y aura aussi bientôt, à partir de 2027, la partie malus, qui est l'introduction de tout ce qui est liste d'exclusion, catégorisation des projets. Donc, il y aura des projets qui, même s'ils sont viables financièrement, nous allons devoir les refuser parce qu'ils ne seront plus conformes à des standards, notamment les normes de l'AIC. Merci, Sibin. Vous avez été toujours le backup de banque. C'est pour ça que je passe le relais à Madame Chiguel pour la même question. Alors, pour ce qui est de CIH Bank aujourd'hui, je vais un peu pas emphaser sur ce qu'a dit ma collègue et ma confrère Soumia. Aujourd'hui, la question de l'intégration de la finance durable ou des préoccupations environnementales, sociales et de gouvernance font l'objet d'une trajectoire. Elle est ancienne chez BOA, plus récente au sein de CIH Bank, même si c'est un acteur historique de l'accès au logement, de l'accompagnement du secteur touristique, etc. Donc, le CIH Bank, dans son ADN, aujourd'hui, l'impact social a toujours été toujours présent. Il s'est structuré à travers une première stratégie RSE en 2021, une stratégie d'impact où nous avons identifié nos enjeux prioritaires, nous avons tracé une feuille de route ambitieuse par la création d'une fondation, la création d'une académie de formation. Donc, la renaissance, bien la transformation et la modernisation de la banque s'est faite autour également des enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance. Et puis, une forte accélération en 2025 par la création d'un comité de durabilité émanant du conseil d'administration. Et ça, aujourd'hui, ça montre que la banque est fait de ces taxes un enjeu prioritaire. Nous avons des experts, des administrateurs experts au sein de ce comité qui nous permettent de porter le sujet à très haut niveau. Nous avons aussi l'Agence des participations d'État et le groupe CDG, qui est le principal actionnaire de la banque dans ses engagements d'exclusion, d'intégration de la préoccupation environnementale ESG dans l'octroi des prêts bientôt. Et nous embarquons parallèlement nos filiales dans la même dynamique, nos filiales de leasing, l'ensemble de nos filiales de banque est intéressante dans la mesure où au démarrage, il y a toujours de la sensibilisation collective, il y a du top-down, forcément, pour donner l'impulsion, et du bottom-up pour remonter les attentes, les préoccupations des collaborateurs, des fournisseurs, de la société civile et de toutes les parties prenantes. Donc, c'est une co-construction, c'est un chemin. Et puis aujourd'hui, les régulateurs et toutes nos instances de décision nous permettent et nous donnent, nous renforcent en tant que porteurs du sujet, nous accompagnent pour accélérer cette transformation. Et puis, pour passer le relais à Madame Lhaiti. C'est une véritable task force. Voilà, c'est une véritable task force. Le là a été donné dès la COP 22, je pense, pour tout le Maroc, pour l'Afrique, à travers une COP... 21, je crois. 21.
21, c'est la COP de Paris. Je parle de la COP de Marrakech pour passer le relais à Madame Lahaïti, Exact. pour lui rendre hommage pour cette grande COP que nous avons vécue. Nous sommes aussi ses élèves et nous sommes très ravis, fiers On est fiers. de l'avoir On est fiers. aujourd'hui parmi nous. Voilà. Merci. Madame Lahaïti. Je voulais intervenir en dernier parce que je me sens être l'intruse dans le panel Du tout, des du tout. banquiers, des spécialistes. Mais moi j'ai, comme a dit madame, c'est une trajectoire que moi, personnellement, à titre personnel et en tant qu'ingénieur, entrepreneur, j'ai commencé en 90, 91, où on travaillait avec le ministère du Commerce et de l'Industrie pour mettre en place les premières certifications RSE, et puis on est passé à ISO 9000, puis ISO 14001, etc., etc. Et dire que le Maroc, et je félicite tous les présents et toutes les institutions bancaires et de régulation qui sont présentes aujourd'hui, c'est vrai que nous avançons au niveau marocain. Ça, c'est clair, et je me félicite d'être là. Maintenant, je voudrais remettre un autre chapeau. Avec grand plaisir. Ça fait des années qu'on parle, depuis 2015, quand on a signé l'accord de Paris, on a parlé de 100 milliards de dollars par an. Financement des pays développés au profit des pays en développement pour les accompagner dans la transition, etc. Aujourd'hui, vous savez de quoi on parle? On parle de 1300 milliards de dollars par an jusqu'à 2035 pour accompagner les pays en développement à être résilients, tout ce que vous dites, à former les capacités locales, à financer les projets d'adaptation et de mitigation. C'est très bien. Ça, est-ce que c'est des promesses? Non, je vous dis non. Je suis membre du comité de la COP 31, je suis dans le comité d'organisation. Et je suis dans une structure permanente aux Nations Unies, la structure des champions des COP. Et donc, je vous dis non, c'est pas des promesses. L'argent est là. Mais qu'est-ce qu'on fait, nous, les Marocains, nous, les Africains, pour capter cet argent? Vous savez qu'il n'y a que 4% de toute la malle financière internationale qui est arrivée en Afrique. Vous savez combien le secteur privé en a pris? Moins de 1%. Vous savez combien de banques au Maroc sont accréditées pour toucher des financements? L'ADA, que j'ai accrédité moi-même quand j'étais ministre de l'Environnement, et Tijari, qui a été accrédité en 2019. Alors, qu'est-ce qui nous manque? Tout ce qu'on fait à l'intérieur des entreprises, et je vous dis, hein, ces normes qu'on prend pour des barrières tarifaires, pour plus de protectionnisme, nationalisme, c'est bien. Non, mais moi j'ai une autre lecture. C'est une très, très, très bonne opportunité pour nous. Parce que les pays industrialisés, les pays développés, ils émettaient du CO2 et personne ne les contrôlait. Heureusement aujourd'hui qu'on a ces normes européennes, qu'on a ces standards. Parce qu'on va savoir qui pollue quoi. Jusqu'à présent, on savait pas quelle quantité de CO2 et qui doit payer quoi en fonction de la pollution. Donc c'est bien qu'elle soit là, mais c'est bien aussi qu'on se prépare. Mais pour se préparer, on ne peut pas financer la transition tout seul. Il nous faut le pont entre ça et Tarifa. Il faut construire le pont avec la finance internationale. Il faut que la finance internationale serve la transition. Et pour ça, je vais vous être très honnête. Je suis très fière de mon pays, de ce qu'on a fait au niveau de l'environnement, du climat, etc. Il nous manque un maillon important. C'est vous. Je ne vois pas les banquiers au niveau d'aucune coalition de négoce au niveau international, ni dans les réunions de la Banque mondiale, ni dans les réunions des institutions financières, ni avec le Fonds vert. Je suis désolée. Demain, quand vous allez avoir 10, 15 banques accréditées, vous allez avoir accès au financement. Parce que, monsieur, quand vous parlez de garantie, qu'est-ce qui nous manque? Pourquoi les prêts, pourquoi les fonds sont chers? Quand un Africain va demander un financement en Europe, et ça lui coûte 5 fois plus qu'un Européen. Pourquoi? À cause des risques. Le jour où les banques marocaines vont commencer à évaluer les risques, comme elles évaluent les actifs, l'investissement,
tout ce qu'ils nous font les banques. Ce jour-là, on aura avancé. Mais il nous faut une coalition nationale des banques et peut-être africaine des banques qui va aller faire de la pression au niveau international et qui va avoir accès direct aux financements qui sont disponibles. Merci, madame. Le message est lancé. Le message est lancé. Merci, madame. On arrive au régulateur. Je pense que tout a été dit, mais je vais partager avec vous quelques petites expériences qu'on a eues à cet égard. On était, comme disait Madame Haïté, on était pionniers à l'échelle du continent, voire au-delà, parce que on a commencé à introduire des dispositifs pour encadrer un peu la finance durable dès 2016. On a introduit le reporting obligatoire dès 2019 et même les marchés les plus développés n'avaient pas encore eu le courage de franchir le pas. Donc, quand on commence, c'est toujours perçu comme une obligation, comme une lourdeur additionnelle qui est introduite pour les entreprises. Ça les gêne et ils commencent à râler comme on peut l'imaginer. Mais elles se rendent compte assez rapidement que c'est aussi un facteur de compétitivité. Comme je disais, on a introduit le reporting obligatoire en 2019. 2020, c'était la première année d'application. C'était aussi l'année du Covid où tout était suspendu et les entreprises étaient beaucoup plus occupées à chercher des financements, à résoudre les problèmes du moment qui étaient aussi très, très importants. Donc, on s'attendait à ce qu'il y ait de la réticence à publier les premiers rapports ESG. Mais non, on a eu quasiment 98% de taux de conformité parce que les entreprises se sont rendues compte que c'est un levier de communication avec le marché pour donner une image beaucoup plus globale, beaucoup plus large de certains aspects de la performance de l'entreprise qui ne sont pas captés par les publications financières traditionnelles. On observe aussi sur le volet financement que l'utilisation des instruments du type obligation verte a commencé à se développer, pas au rythme qu'on aurait souhaité, mais on a quand même un track record très honorable par rapport à nos pairs. Et on a vu que, par exemple, une entreprise publique avait levé des obligations classiques aux côtés d'obligations vertes et les obligations vertes venaient avec un coût inférieur. Et on a aussi vu des émetteurs qui ont pu mobiliser des financements très, très significatifs à des conditions avantageuses, d'autres qui ont pu mobiliser des financements qu'ils n'auraient pas pu mobiliser s'ils n'avaient pas inclus l'aspect vert dans leur instrument de finance. C'est-à-dire, sans obligation verte, leurs partenaires n'allaient pas les financer, notamment parce qu'il s'agit de DFIs, de banques multilatérales développées. On le fait, nous, à travers notre fondation. On va dans les régions. On était récemment à Fred Salah, où des projets ont été identifiés par nos banquiers. L'initiative était... Mais les besoins sont dans les territoires. Et je ne citerai pas littéralement, mais Feu Hassan II a invité une fois ses dirigeants à aller marcher pieds nus pour sentir la terre. Sentir la terre. Et il n'y a pas plus actuel, je pense, pour les banques et pour nous aujourd'hui comme invitation, d'aller voir de quoi ont besoin nos territoires pour les... Et notre souhait aussi, c'est que les banques diront demain, nous finançons. Vous avez animé le débat et vous m'avez donné une idée pour une question là. Si vous permettez, sinon, votre intervention tout de suite là. Allez-y, je vous répondrai. D'accord, merci. Écoutez, dans la salle, il y a des entrepreneurs, des TPME, c'est sûr. Donc, et ils se posent la question, moi je ferai l'avocat du diable et je poserai la question à leur place. S'il vous plaît, quel est selon vous le principal frein qui empêche encore les entreprises marocaines
notamment les PME, TPE, le fer de lance, bien sûr, d'accéder à un financement durable. Et je rajouterai, parce que vous m'avez donné l'idée, si vous deviez désigner l'acteur de l'écosystème, que ce soit le régulateur ou la banque ou l'organisme de garantie ou le certificateur qui fait défaut aujourd'hui, dont le rôle doit plus évoluer dans les prochaines années, lequel? Madame Heidi. Alors, je profite du fait que j'ai le micro pour dire à madame, vous avez raison, c'est un problème de capacity building, c'est un problème de capacité. J'ai été moi-même discuter avec le Fonds vert pour l'Africain parce que nous avons, au Maroc, on est très avancé quand vous comparez à d'autres pays africains. Mais, et c'était que l'année dernière, donc ils ne reçoivent pas ce que m'a dit le directeur de projet bancable. Je pense qu'au Maroc, vous étiez en train de dire que vous avez été à Fré Ben Saleh pour identifier des projets. Madame, nous avons quelque chose d'exceptionnel au Maroc qui s'appelle l'Agence de l'investissement. Des milliers de projets sont déposés par des milliers de jeunes. Je vous donne un exemple. Moi, mes 3 enfants ont déposé des projets et Leur UCI. on a un réservoir de projets exceptionnels, mais on a un problème. Pour accompagner les jeunes à faire de ces projets des projets bancables, on a un problème à accompagner les jeunes pour que ces projets deviennent des projets opérationnels et ne fassent pas faillite après une année. Combien d'entreprises ont fait faillite l'année dernière? 40 000 entreprises. Donc aujourd'hui, il faut que même les banques, c'est un acte citoyen, se mettent avec nous. Les banques peuvent décider demain de créer une entité de renforcement de capacité qui va accompagner les jeunes entrepreneurs. Moi, j'ai rencontré une dame qui m'a dit que la présidente actuelle de la COP, de la FEM, la Fédération des femmes entrepreneurs, est une jeune femme que moi j'ai parrainée et incubée il y a 25 ans ou 20 ans et qui est aujourd'hui la présidente de la FEM. On a besoin de ça. Et il faudrait... La relève. Voilà. Merci beaucoup, madame. Alors, si vous permettez, juste un commentaire par rapport à ce qui a été dit. On a beaucoup parlé de fonds verts, d'attirer des financements internationaux pour financer la transition, mais je pense que c'est aussi un pari interne qu'on a relevé, et pas juste qu'on se doit de relever, et justement pour pallier tous ces problèmes ou ces insuffisances qui ont été citées. Le secteur bancaire, le marché des capitaux et le secteur des assurances, bien sûr, sous l'animation, je dirais, du ministère de l'économie et des finances, se sont regroupés l'année dernière pour mettre en place une stratégie pour la finance climat horizon 2030 qui vise justement à répondre à ces besoins. Donc, grosso modo, il s'agit d'une série de mesures qui permettent de financer les projets viables qui sont là. Et donc, je vous rejoins, il s'agit plus de matcher entre la demande de capital et l'offre de capital, qu'elle soit au niveau du secteur bancaire ou du marché. Et puis, une deuxième couche consiste à mettre en place des solutions pour financer des projets climatiques, mais qui ne sont pas viables en eux-mêmes. Et donc là, il y a des péréquations, il y a des mécanismes de blended finance, par exemple, en se mettant en synergie entre capitaux privés, capitaux publics et philanthropiques, le cas échéant. Et puis, toute une série d'autres mesures que on n'a pas le temps de une finance mixte. Oui, mais il y a une stratégie claire qui est en train d'être mise en place. Donc, justement, on vient de lancer la taxonomie financière verte nationale pour consultation publique que je vous invite à regarder. Ça peut vous donner des idées. Donc, c'est publié sur le site internet de la MMC, du ministère, de la Banque centrale et de la CAPS aussi. Et j'espère que suite à ce panel, vous allez lancer
l'écosystème qui va vous permettre d'accéder directement aux négociations climatiques. La stratégie est magnifique, je l'ai vue, la stratégie finance-climat. Mais ce qui nous manque, c'est vraiment l'outil organisationnel avec lequel, qui obéit aux lois des COP, hein, parce que vous savez, les COP, c'est des coalitions. Faites une coalition nationale, portez-la africaine, amenez-la à l'étranger et faites de la pression. C'est comme ça que vous gagnez des points. On a Merci. lancé une coalition dès 2016, justement, Marrakech Pledge. C'est un appel à tous les régulateurs. Ouais, bien sûr, c'est juste pour notre auditoire. Donc, c'est un appel à tous les régulateurs et bourses africains pour justement faire ce que disait Madame la ministre, essayer de porter la voix de l'Afrique dans les instances internationales et développer la finance durable de manière générale. Comme vous pouvez l'imaginer, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais on continue. Merci encore. Merci encore pour ces éclaircissements. Je passe le relais avec la même question aux banques. Que désignez-vous comme entrave à cette finance durable? Comme coupable, je dirais pas coupable. Non. Alors, Toutes les deux, là. bon, on en a parlé aujourd'hui. C'est un enjeu aujourd'hui essentiel pour le Maroc, comme pays très impacté par le changement climatique, autant que pour l'Afrique. L'entrave, ce sont les capacités, ce sont les données, notre capacité à collecter les bonnes données, à intégrer les outils de collecte qui nous permettent aujourd'hui de dire qu'un projet, parce qu'on passe d'une phase où on évaluait un projet à la phase de la taxonomie, là on est en transition, où la notation va être automatique. Donc on n'est plus dans du qualitatif, on va être dans de la précision, dans de la classification, de la clarté. Donc ça, c'est du côté allocation des fonds à travers les banques commerciales. Du côté mobilisation des fonds, je reviens sur la question des capacités, de la mobilisation auprès des instances et du fonds vert essentiellement, parce qu'aujourd'hui, nous avons des bailleurs de fonds partenaires, mais qui puisent, eux, dans le fonds vert pour le climat et se positionnent en intermédiaire avec des capacités qui nous apportent comme des appuis techniques. Je dirais avec une marge. Une marge également. Bon, voilà, moi, la marge, mes collègues la subissent et la banque en général la subit. Et moi, j'assiste à des capacités qui nous sont offertes, mais qui ne sont pas adaptées au Maroc. Aujourd'hui, on nous propose de l'accompagnement. Franchement, bon, les salutations à tous, mais pour être franche, aujourd'hui, c'est souvent des cabinets étrangers qui n'ont pas la même vision. Ils ont le standard, ils ont la norme, mais ils n'ont pas la connaissance. Le contexte voilà. marocain est un peu spécial. Donc, on est entre le marteau et l'enclume, et la seule solution, effectivement, c'est d'accéder nous-mêmes. Et nous avons la possibilité, les capacités, nous les avons aujourd'hui. Toutes les banques ont développé ces compétences. Nous avons des experts. Ce matin, on a assisté à Madame Benfdra et il y en a beaucoup dans la salle qui sont capables d'accompagner les entreprises pour ça. Donc, nous pouvons y aller et il faut justement un écosystème fort. Merci, merci. Si Abdelmounem, avez-vous quelque chose à rajouter? Avez-vous une personne bien précise un organisme à désigner? D'accord. Donc, ce que nous avons constaté déjà dans notre expérience, aujourd'hui, nous avons des offres donc avec des conditions avantageuses, mais il n'y a pas encore assez de demandes. Donc, nous avons fait en fait, par exemple, le tour de plusieurs zones industrielles, notamment les zones durables, avec des partenaires bancaires, mais aussi publics comme l'Agence marocaine de l'efficacité énergétique, également SIE, pour voir aussi pour tout ce qui est sensibilisation et tout. Donc aujourd'hui, nous avons constaté en fait il y a déjà un frein conjoncturel, c'est qu'aujourd'hui même les entreprises qui sont conscientes de l'importance de tout ce qui est vert, ils nous disent clairement, bon, aujourd'hui le contexte est trop difficile. Donc ça avait commencé bien sûr avec le Covid, par la suite il y a eu la guerre et maintenant aussi c'est l'instabilité qui existe. Donc nous avons aujourd'hui des enjeux plus de trésorerie
Donc, il faut que puisse payer mes salaires, mes fournisseurs et tout. Donc, peut-être la partie investissement vert n'est pas peut-être aussi peut-être mise en vitale. relais. Voilà, vitale. Elle est importante, mais pas aussi vitale. Donc, il nous faut peut-être de l'appui. Deuxièmement, donc, c'est aujourd'hui ceux qui viennent le plus, c'est ceux dont le business model est basé sur l'économie verte. Par exemple, tous ceux qui font de l'économie circulaire ou bien les entreprises, donc les entreprises de services énergétiques, les ESCO, qui travaillent, par exemple, avec un nouveau modèle qui est le fait que c'est elles qui lèvent le financement, qui structurent le projet et qui vendent l'électricité verte à des clients. Donc, deuxième facteur, c'est aujourd'hui la question technique, parce que il faut d'abord, les projets verts ne sont pas des projets un peu standards, c'est des projets pour lesquels il faut disposer d'une expertise pour pouvoir analyser le projet, ses risques spécifiques, et surtout quelles sont ses retombées, parce que ce n'est pas systématiquement des retombées financières en termes de chiffre d'affaires additionnel. Ça peut être juste la réduction des émissions, la réduction de la consommation, qui pourrait se traduire par un accès à des marchés, à des bailleurs ou à des donneurs d'ordre. Et ça, c'est encore, c'est pas aussi simple et direct pour une entreprise de taille moyenne qui n'a pas systématiquement tous les profils nécessaires pour ce volet et qui est confrontée à ces préoccupations quotidiennes. Merci Surtout, beaucoup. surtout quand on parle de financement vert, les entreprises, les clients s'attendent à des taux avantageux. Oui, Des c'est avantages sûr. financiers. Les produits qui ont très bien marché, le produit d'efficacité énergétique, Morcef, etc., avaient du cashback, avaient des audits offerts. Donc aujourd'hui, les taux sont plus élevés que les taux normaux si on se finance si on finance en fonds propres, on est moins cher que si on finance à travers les banques de développement. Donc on est Un dilemme. Mais il y a Si vous permettez. deux mots. Mm. Je pense qu'il y a aussi un changement de paradigme à opérer au niveau du mindset des entrepreneurs. Aujourd'hui, bon, on a commencé la finance durable, plus axé sur la matérialité impact. Mais aujourd'hui, je pense que la discussion a shifté. Il s'agit plus de l'investissement vert ou durable, n'est plus pour sauver la planète, mais c'est pour sauver l'entreprise dans un contexte exact. Qui offre de nouveaux risques liés à la durabilité, mais aussi de nouvelles opportunités qui peuvent transformer le business model de la société. Vous avez bien résumé la chose. S'il vous plaît, le débat vraiment très intéressant. On va faire un dernier tour de table. Je vous poserai des questions directes si vous le permettez. Madame Soumia. Bon. Le reporting ESG. Équitable. Ne vous inquiétez pas. Si, madame. C'est pas vrai. non. Si. Ah, je pourrais pas. Il faut être oui, démocrate. Non. Non, mais c'est pas grave. Vous avez tout à l'heure été Non, très convaincant. Il y a une pénalité. Je vous laisse finir, je prendrai tout calme. Non, allez-y, non. Non, en fait, ce que je voulais dire, je veux dire que les jours qui nous attendent seront peut-être pires que tous ceux qu'on a vécu. On a vécu des années de sécheresse incroyables, 7 ans de sécheresse. On a vécu des inondations dont les conséquences ont été très lourdes. Qu'elles soient lourdes au niveau financier, on croit en Dieu, on dit mais quand on perd des vies humaines, ça n'a pas de prix. Qu'est-ce que vous pouvez payer, vous, les banquiers, comme assurance, si vous perdez un être cher? Donc aujourd'hui, il faut se mettre en tête que le climat va continuer à nous attaquer plus qu'un ennemi. Il va continuer à faire des morts. Il va continuer à nous priver d'eau, de sécurité alimentaire, etc., etc. Et qu'aujourd'hui, il ne faut plus parler vert. C'est pas une question de finance verte, projet vert. Non, c'est un impératif. C'est pas luxe. C'est pas un luxe. C'est pas un luxe qui doit devenir structurel dans tous les projets de développement. Il ne faut pas qu'on ait un bureau de la sécurité de l'ECG au niveau d'une banque.
Eh bien là, toute la banque devrait évaluer le risque comme si elle évaluait un actif ou un investissement. C'est comme ça. Parce que demain, le climat va avoir un coût et le coût financier sera trop lourd pour la banque. La banque, demain, elle va nous compter le taux beaucoup plus cher, l'assurance beaucoup plus cher, et on ne pourra pas réaliser des projets. Et c'est pour ça que je dis, il est impératif pour le Maroc, étant donné que sous l'impulsion de Sidna, on a eu cette vision magnifique depuis la stratégie de l'énergie. Il est impératif pour le Maroc d'aller taper très fort au niveau de l'international et de demander de l'argent. C'est pas de l'aumône. C'est pas de l'aumône. Ils ont pollué et ils doivent Payer le tribut, ils doivent le tribut. respecter leurs engagements. Oui. C'est pas de l'aumône. Et c'est cet argent-là qui va servir, Financé. qui va financer la caisse de garantie. Monsieur me dit, ils ont du mal à payer les salles. Ouais. Alors, on a besoin de ces fonds-là pour enclencher la transition et pour que nos économies deviennent résilientes. Tout à fait, madame, tout à fait. Un dernier tour. Et... Peut-être je vais moi aussi rebondir. Non, je vous pose la question pertinente là. Le reporting ESG est une usine à gaz. Comment en faire un vrai outil de pilotage interne? Je prendrai Mme Soumia. Peut-être la réponse a été déjà dite par Mme Haïti tout à l'heure, c'est que le reporting, oui, effectivement, c'est une usine à gaz, mais ce n'est pas la finalité en soi. L'idée, c'est d'avoir, comme elle l'a très bien présenté, c'est que toutes dans une structure, dans une entreprise ou dans une banque, tous les métiers doivent intégrer les enjeux ESG et les enjeux climatiques dans leur prise de décision. Je ne vais pas redire ce qui a été dit, mais merci beaucoup pour ce plaidoyer. C'est un message très, très fort. Vous avez parlé du coût du climat, tout ce qui nous attend. Aujourd'hui, c'est ce que demande le Maghreb en nous imposant aujourd'hui, je peux dire nous imposant, mais c'est très bien. En tout cas, ça nous conforte, nous, les praticiens de l'ESG, à comptabiliser notre exposition au risque climatique. Et ben, pour faire simple, et c'est pas du tout c'est le vrai usine à gaz, c'est pas le reporting. Nous, ça fait des années qu'on fait le reporting ESG, on arrive quand même à trouver à raconter des choses, ça a été dit par Zineb, on va vraiment raconter les choses sur lesquelles on excelle très bien, et c'est parfait. Mais les vrais sujets, où il y a beaucoup de contraintes, c'est ces sujets liés au risque climatique, à l'exposition des entreprises au risque climatique, comment ils peuvent anticiper les risques, comment s'adapter, parce qu'effectivement, nous, on n'est pas des pollueurs, nous, on subit. On subit. Donc, comment développer la résilience des entreprises, financer la résilience, pas que l'atténuation. Oui. Et donc, c'est ça un peu l'orientation aujourd'hui. Nous avons fait cet exercice de comptabilisation des émissions financées, d'évaluation des risques climatiques pour les entreprises. Croyez-moi, ce n'était pas un exercice facile. On est allé piocher dans les bases de données des institutions à l'étranger pour trouver des données similaires à nos entreprises dans le portefeuille. Parce que les entreprises aujourd'hui, l'analyse financière, l'analyse climatique, ce n'est pas vraiment l'analyse financière. On a besoin d'autres informations, d'autres données sur l'entreprise qui ne sont pas fournies forcément dans le dossier financier. Ou biaisé. Ou biaisé. Biaisé. Exactement, parce qu'il n'y a pas de rapport, il n'y a pas de bilan carbone obligatoire. Aujourd'hui, je pense que quand on a posé la question, à part les entreprises cotées, les PME, ils n'ont pas l'obligation d'avoir un rapport. En posant la question à l'ensemble des cabinets qui font les bilans carbone dans notre portefeuille, on a trouvé 60 rapports climat de bilan carbone. Donc, pour avoir les émissions, parce que quand je calcule mes émissions Scope 3, j'ai besoin des bilans carbone de mes entreprises. Et quand je ne trouve pas, je suis obligée d'estimer. Et donc, on est beaucoup dans à défaut, on comptabilise. Donc, et la même chose sur les risques climatiques, parce qu'il faut évaluer l'exposition de l'entreprise aux risques climatiques physiques et de transition, risques technologiques, CBAM, la taxe carbone, etc. Nous, par exemple, dans notre portefeuille, 19% de nos PME sont exposés à ce risque de transition. Et on a quand même, et je vous invite à aller voir notre rapport annuel de cette année, on est très transparent et on a vraiment on a communiqué sur c'est-à-dire notre exposition et l'exposition de notre portefeuille aux deux risques physiques et climatiques. Je vous laisse aller voir les chiffres, j'ai pas envie de me dire, parce que c'est vraiment alarmant. Et je parle de notre exposition, les trajectoires d'ici 2050-2100. C'est vraiment très, très alarmant. Et là, effectivement, le message, il est très fort, c'est que
vous parlez de coupables, on est tous coupables parce que c'est tout l'écosystème qui doit prendre, c'est-à-dire qui doit C'est responsabilité. C'est responsabilité. et doit se responsabiliser pour fiabiliser les données, communiquer la donnée et la data fiable. Donc, le reporting, la finalité du reporting in finale, c'est d'avoir l'information fiable qu'on peut nous utiliser dans et ça va venir parce que Banque al-Maghreb, l'année prochaine, la directive qui va entrer en vigueur pour les grands emprunteurs, ils vont avoir l'obligation d'avoir un dossier, c'est-à-dire une évaluation de leur risque, une trajectoire, ou ce qu'on appelle un plan de transition, pour avoir accès au financement. Et j'imagine que ça va se faire progressivement pour pousser tout l'écosystème à aller vers cette standardisation des référentiels et des normes et des initiatives. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Souza. C'est à nous-mêmes. Vous avez 3 minutes de dernier tour de table pour nous parler. Est-ce qu'il y a une garantie verte chez Tamwilco? Oui, effectivement. Donc, en fait, nous n'avons pas un produit dédié, mais en fait, dans notre offre, il y a donc les finalités investissement, exploitation. Comment ça opère? Donc, nous avons bien sûr des quantités de garantie qui vont selon la finalité. Et la quantité la plus élevée, par exemple, pour tout ce qui est financement qui dépasse 1 million de dirhams, c'est pour aujourd'hui, nous avons donc la création de l'entreprise, l'industrie, l'export, l'entreprise détenue majoritairement ou gérée par des femmes, et nous avons rajouté il y a moins de 2 ans les projets verts, quel que soit le secteur d'activité. Donc il y a le S et le G parce qu'il y a le genre et il y a la partie également green. Et aussi sur le plan plafond d'engagement, les plafonds les plus élevés, donc c'est pour la finalité, donc les finalités stratégiques dans la partie économie verte. En plus de ça, nous avons le cofinancement. Donc le cofinancement, en fait, c'est que nous pouvons aller jusqu'à 40% donc des financements avec l'ensemble des banques, donc avec un taux de 2,5% pour plusieurs projets. Tout ce qui est énergie propre, efficacité énergétique, dépollution, économie de l'eau et de ressources, recyclage et aussi production des équipements et intrants liés à l'économie verte. Et donc ce financement, il peut être couplé à d'autres financements comme le MORCEF, le GEF, le Green Value Chain de la Bird, et donc toute la panoplie, que ce soit l'assistance technique gratuite, le cashback, aussi la garantie à 70% pour la part de la banque. Donc tout ça, c'est aujourd'hui des offres qui existent, mais qui vont être améliorées parce que nous avons engagé avec le ministère des Finances un chantier pour simplifier davantage et améliorer l'offre, notamment sur le plan paramétrage pour que ça devienne très transparent pour les banques. Et surtout accessible aux TPE. Surtout accessible, tout à fait, en supprimant notamment, par exemple, des montants minimums pour l'ouvrir à des petits investissements qui peuvent, par exemple, accéder via le leasing pour l'achat d'équipements, par exemple, standards labellisés et certifiés. Donc, tout ça, c'est des chantiers sur lesquels on s'est engagé pour une mise en œuvre dès 2027. Comment ancrez-vous les enjeux ESG dans les organes de gouvernance de notre cher CIH Bank? Alors, nous avons commencé par la formation. On va dire la formation d'abord de nos dirigeants sur les enjeux réglementaires. Comme ça, nous avons une présence d'esprit et une mobilisation certaine. Les banques aiment beaucoup la réglementation, les banquiers aiment beaucoup le volet réglementaire. Donc, ils nous ont écoutés et à travers ce réglementaire, nous avons apporté le sens de cet engagement. Nous avons alerté aussi sur les enjeux climatiques et l'urgence climatique. Ensuite, nous avons aussi formé nos administrateurs avant d'installer un comité de durabilité dédié avec une administratrice et un administrateur spécialisé de la régulation et des questions d'engagement et de climat. Et puis, parallèlement, nous avons un réseau très solide de relais, de direction relais dans tous les métiers, pour lesquels aujourd'hui nous extrapolons les compétences vers des compétences extra-financières. Donc, le reporting se fait grâce à eux, grâce à des task forces par sujet. Et aujourd'hui, notre priorité, c'est aussi d'apporter cet accompagnement non financier
aux entreprises et d'être acteurs de la montée en compétences de nos entreprises, de ne pas faire de l'ESG un enjeu de sélection de projets, mais surtout un enjeu de transformation de nos clients. Et c'est principalement aujourd'hui notre priorité. Et d'accompagnement De surtout. créer une académie du climat dédiée à nous, pour notre exemplarité, mais surtout à nos clients, pour qu'ils soient bancables et pour... on commence aujourd'hui à travers des communications et ça paye. Hein. On a de l'accompagnement financier avec de la communication grâce aux bailleurs de fonds partenaires. On communique sur ces sujets, sur cette montée en compétences et nos clients réussissent à avoir des marchés. Les bailleurs de fonds internationaux donnent cette visibilité à nos clients exportateurs et donc grâce à ces services non financiers, on réussit à concrétiser des nouveaux marchés pour nos clients. Voilà. Merci, madame. J'adore cette idée de mise en place d'académie prochaine et je peux en témoigner puisque j'enseigne déjà au CIH Academy, donc j'enseigne déjà là-bas, donc je peux en faire. Madame, vous permettez que je passe devant et vous nous clôturez avec une belle... Vous permettez, Yek? Merci. C'est... Hein? Non, non, non. Non, que j'ai envie que ce soit vous qui clôturez, Inch'Allah. Si Yasser. 2 questions pour toi, mais qu'on pourra mixer. Quel bilan tirez-vous des obligations thématiques et du reporting ESG au Maroc? Ou la MMC envisage-t-elle d'aligner ses exigences sur la CSRD pour éviter un double fardeau? Merci. Très bien. Donc, comme je disais tout à l'heure, ça fait quelques années qu'on a commencé à introduire progressivement le dispositif relatif à la finance verte, qu'il s'agisse du volet financement, instrument de financement ou du volet transparence sur la durabilité. Il y a 2 ans, 1 an et demi plus tôt, on a fait un bilan. D'abord, par exemple pour le volet reporting, comme on était pionnier, il fallait avoir un dispositif qui soit crédible, mais qui soit en même temps assez flexible, aligné sur les standards internationaux, mais adapté aux spécificités locales. Donc, en résumé, on a opté pour un système qui dit que tous les émetteurs du marché doivent publier un rapport ESG annuel. On leur laisse le choix du référentiel ou des référentiels à utiliser pourvu que ce soit des référentiels reconnus à l'international. Donc, pour une première phase, c'était assez bien. Chacun a pu adopter le standard qui lui sied le mieux, construire des capacités, une organisation pour collecter, produire de la data. En parallèle à ça, on a mis en place un outil d'évaluation